Devant le distributeur, le temps s'arrête. Ces secondes de bourdonnement mécanique semblent des siècles, spécialement quand il y a 10 personnes attendant derrière toi. Mais derrière le plastique, il n'y a pas de magie. Il y a un bunker informatique exécutant une chorégraphie de cryptographie et physique pure. En millisecondes, des capteurs optiques pèsent chaque billet pour éviter des erreurs catastrophiques. Aujourd'hui, nous ouvrons la boîte blindée pour te révéler les algorithmes et l'ingénierie de précision qui décident, sans faillir jamais, exactement quelle combinaison de billets arrive à tes mains. Le premier secret, la carte qui parle. Tout commence avec ce geste si simple, insérer la carte. Pour toi, c'est un mouvement mécanique. Pour le distributeur, c'est le début d'un interrogatoire de haute sécurité. Ce morceau de plastique n'est pas seulement un identifiant, c'est une clé digitale qui contient des informations chiffrées et, dans de nombreux cas, un petit ordinateur en miniature. Durant des décennies, les cartes utilisaient une bande magnétique sur la partie arrière. Un ruban noir qui stockait des données fixes, ton numéro de compte, ton nom, la date d'expiration. Le problème est que ces données étaient statiques, toujours les mêmes. Un voleur avec un lecteur pouvait les copier sur une carte fausse et faire des achats comme si c'était toi. C'était la fraude du skimmer, une menace constante. Pour cela, la majorité des cartes aujourd'hui portent quelque chose de beaucoup plus puissant, le puce EMV. Cette petite plaque dorée que tu vois sur le devant n'est pas un simple stockage. C'est un microprocesseur en miniature, un cerveau de la taille d'un ongle qui est incapable de révéler tes données secrètes. Quand tu insères la carte avec puce, le distributeur et ce petit processeur initient une danse cryptographique. Le distributeur lui lance un défi, un nombre aléatoire généré à cet instant. La puce prend ce nombre, le combine avec une clé secrète qui est gravée en son intérieur et qui jamais, sous aucune circonstance, ne sort de là, et produit une signature digitale unique. Cette signature est seulement valide pour cette transaction, à ce moment, avec ce distributeur. Si un délinquant intercepte la communication, la seule chose qu'il obtient est un code qui ne servira plus jamais. C'est comme si la carte et le distributeur parlèrent dans une langue qui change mot par mot. C'est pourquoi la puce a tué la fraude présentielle. Non parce qu'elle soit impossible à copier, mais parce que ce qui se copie ne sert plus. La question des 2 secondes, y a-t-il de l'argent ? Maintenant, le distributeur sait déjà que la carte est authentique et que tu es le porteur légitime. Mais cela ne signifie pas qu'il va te donner de l'argent. Il a besoin de répondre à la question la plus importante de toutes. As-tu des fonds ? Ici, il arrive quelque chose que beaucoup de gens interprètent mal. Le distributeur ne sait pas combien d'argent tu as à la banque. Il ne garde pas cette information. Il n'a pas d'accès direct à ton solde. Il est seulement un messager. Ce qu'il fait est rédiger un message chiffré qui contient ton numéro de compte, la quantité que tu as sollicité et un identifiant unique de la machine. Ce message voyage par un réseau privé virtuel ou des lignes dédiées, parfois utilisant des protocoles de communication qui datent des années 80, mais qui ont été durcis avec des couches d'encryption modernes. Il ne voyage pas par l'Internet public ouvert, mais par des tunnels sûrs qui connectent les processeurs de paiement. Le message arrive à un énorme ordinateur central ou à un nuage de serveurs qui appartient à l'entité qui traite les transactions de ta banque. Là s'effectuent 2 vérifications létales. Premier, y a-t-il un solde suffisant ? Deuxième, as-tu dépassé ton limite quotidien de retrait ? Si la réponse aux 2 est oui, le système ne dit pas seulement autorisé. Il réalise une opération critique. Il bloque les fonds. À cet instant, la banque écarte mentalement cette quantité de ton compte, la congèle, la réserve exclusivement pour cette transaction. L'argent continue d'être à toi, mais tu ne peux plus le dépenser ailleurs. C'est un engagement formel de la banque qu'elle paiera cette quantité au porteur du ticket que le distributeur va générer. Tout cela arrive dans une moyenne de 2 secondes. Dans ce temps, le message a voyagé des centaines ou des milliers de kilomètres, a été déchiffré, vérifié, autorisé et est revenu au distributeur avec un code d'approbation. Cette petite lumière verte que tu vois sur l'écran n'est pas seulement un oui. C'est un contrat digital irrévocable. Le dilemme de l'algorithme. Quel billet te donnais-je ? L'autorisation est arrivée. La banque a dit oui. Maintenant, le distributeur a un problème mathématique et logistique qu'il doit résoudre en une fraction de seconde. Il a l'argent, mais pas de n'importe quelle forme. Dans son ventre métallique, organisé en plateaux indépendants, il y a un inventaire limité et changeant de billets. Dans un plateau, il y a des billets de 20, dans un autre, de 50. Peut-être dans un troisième, de 10 ou de 100. Tu as demandé par exemple 80 €. Comment les livre-t-il ? La solution la plus évidente serait de te donner 4 billets de 20. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Et ce n'est pas toujours la meilleure option. Le logiciel interne du distributeur, un petit système expert, exécute un algorithme de dispensation.
Cet algorithme analyse plusieurs facteurs en millisecondes. Le premier est la disponibilité. Si le plateau de 20 est presque vide et la machine reçoit une alerte que la reposition n'arrivera pas avant demain, l'algorithme tentera de préserver ses billets. Au lieu de 4 de 20, il pourrait te donner un billet de 50 et 3 de 10 s'ils sont disponibles. Ou même, dans certains modèles avancés, 2 billets de 50 et te rendre 20 € en espèces que tu as déposés avant, bien que cela soit déjà une fonction plus complexe. Le second est la rotation de l'inventaire. Les plateaux ont des capteurs qui détectent combien de temps porte chaque lot de billets. Pour éviter que le papier se détériore pour être resté longtemps empilé et pressé, certains distributeurs tentent de dépenser équitablement tous les plateaux. C'est un principe de maintenance préventive. L'argent qui se meut ne s'abîme pas. Le troisième facteur, plus subtil, est le comportement des utilisateurs. Dans les heures de pointe, quand les gens retirent de petites quantités pour des dépenses quotidiennes, le distributeur peut prioriser des billets de basse dénomination pour agiliser les fils et éviter que tu partes avec un billet de 50 que personne ne pourra ensuite te changer. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle dans le sens d'apprendre, mais une logique programmée basée sur des patrons historiques de la propre machine. À cet instant, le distributeur a décidé 4 billets de 20, ou 1 de 50 et 3 de 10, ou n'importe quelle autre combinaison que son algorithme interne considère optimale. Ce n'est pas une décision aléatoire. C'est une décision stratégique pour maximiser la vie utile de la machine et la disponibilité du service. Et tout cela arrive pendant que tu es encore en train de regarder l'écran, attendant que commence le bruit mécanique. Mais il y a un abîme entre la décision digitale et la livraison physique. L'algorithme a dit 4 billets de 20. Maintenant vient la véritable épreuve, convertir cet ordre, qui est seulement une impulsion électrique dans un circuit, en un mouvement mécanique précis. Extraire 4 morceaux de papier d'une pile de centaines en s'assurant qu'ils n'en sortent pas 2 collés, ni un rompu, ni un faux. Vérifier que chacun est exactement ce qu'il dit être. Les compter de nouveau, au cas où. Les grouper en une pile ordonnée. Et les pousser vers ce plateau métallique qui s'ouvre vers toi, tout cela en moins de temps qu'il ne t'en faut pour respirer profondément. Cette frontière entre le monde digital et le monde physique est la zone la plus dangereuse pour n'importe quelle machine. Et c'est là, dans ce territoire de rouleau, capteur et moteur pas à pas, où le distributeur automatique joue sa raison d'exister. Parce que rien ne sert l'autorisation bancaire la plus sûre du monde si à la fin les billets se coincent. L'armée de plateaux, le magasin de papier avec valeur. L'ordre a été donné. L'algorithme a décidé la combinaison exacte. Maintenant, dans les profondeurs du distributeur, commence le mouvement. Mais ce que tu vas voir n'est pas un tiroir désordonné où les billets reposent amoncelés sans contrôle. C'est un système de stockage hiérarchisé, une forteresse verticale conçue avec une obsession presque maladive pour la précision. À l'intérieur, tu trouveras plusieurs plateaux métalliques indépendants, empilés comme des étages d'un édifice en miniature. Chaque plateau est dédié exclusivement à une dénomination, le plateau 1 pour les billets de 20, le plateau 2 pour les billets de 50, le plateau 3 pour les billets de 10. Ils ne se mélangent pas. Jamais. C'est une ségrégation absolue parce que n'importe quelle erreur dans cette phase initiale serait catastrophique pour le comptage postérieur. Chaque plateau n'est pas un simple récipient passif. C'est un module actif avec son propre alimenteur, ses propres rouleaux et, dans des modèles avancés, ses propres capteurs de niveau. Quand le technicien de la compagnie blindée charge la machine, il ne jette pas les billets au hasard. Il les place en piles parfaitement alignées, orientés tous dans la même direction, avec le visage du personnage illustre regardant vers l'avant. Cette obsession pour l'orientation n'est pas esthétique. Les capteurs optiques qui ensuite inspecteront chaque billet sont calibrés pour lire des patrons d'encre et des filigranes dans des positions spécifiques. Un billet à l'envers ou à l'endroit est, pour le distributeur, presque comme un billet faux, illisible et par conséquent rejeté. De plus, la pression est critique. Un ressort ou un piston exerce une force constante sur la pile de billets, les poussant vers le mécanisme d'extraction. Si la pression est trop basse, l'alimenteur ne trouvera pas de résistance et peut faillir en attrapant le billet. Si elle est trop haute, les billets resteront si comprimés qu'ils se colleront entre eux, condamnant l'opération. C'est un équilibre délicat, un dialogue entre la force du ressort et la friction du papier, calibré pour fonctionner avec des billets neufs, des billets vieux, des billets froissés et même des billets légèrement humides. Le distributeur ne sait pas quel état a ton argent. Il sait seulement qu'il doit s'adapter à tout. La danse de l'extraction, rouleau, ventouse et la peur des collets. Arrive le moment le plus critique de toute l'opération. Le plateau de billets de 20 a reçu l'ordre. Il a besoin de livrer 4 unités. Silencieusement, un petit moteur pas à pas s'active. Un rouleau de gomme, avec une texture conçue pour maximiser l'adhérence sans endommager la fibre du papier, descend sur la pile.
Dans certains modèles, au lieu d'un rouleau, il y a une ventouse de succion qui s'adhère au billet supérieur et le lève avec un mouvement précis, comme un pouce qui décolle une feuille d'un bloc. C'est le moment du contact. Le billet commence son voyage. Il est entraîné hors du plateau et introduit dans une goulotte étroite, une piste de rouleau qui le conduira à travers la machine. Cela semble simple, mais cela renferme un problème démoniaque. Les billets sont imprévisibles. Ils sont du papier. Ils se froissent, se plient, accumulent de l'statique et le pire de tout, se collent. 2 billets collés sont l'ennemi public numéro 1 du distributeur automatique. Si le rouleau suctionne 2 à la fois, le système comptera 1 quand en réalité il y en a 2, ou vice-versa. Le résultat est une erreur d'inventaire qui peut déclencher une chaîne de failles. Pour cela, immédiatement après l'extraction, le billet solitaire, ou la paire coupable, passe par une barrière de capteurs. Certains distributeurs utilisent des capteurs ultrasoniques. Ils émettent une onde de haute fréquence qui traverse le papier. Un billet seul produit une signature acoustique. 2 billets collés en produisent une autre, plus dense, que le capteur reconnaît à l'instant. D'autres systèmes utilisent des capteurs d'épaisseur, des palpeurs mécaniques ultrasensibles qui mesurent l'épaisseur du papier avec une précision de micron. S'ils détectent que le billet est plus épais que prévu, ils activent l'alarme. Quand cela arrive, le distributeur ne se paralyse pas. Il exécute un protocole de correction. La paire de billets collés est déviée vers un chemin alternatif, un petit carrousel qui les sépare et rend l'excédent au plateau. Ensuite, il tente de nouveau l'extraction. Ce bruit extra que parfois tu écoutes, ce petit bégaiement mécanique, est le distributeur disant « Je suis désolé, excusez-moi, je vais essayer de nouveau ». C'est un système conçu pour faillir avec élégance et se corriger sur la marche. L'œil qui tout le voit, capteur, encre fantôme et billets expulsés. Le billet a surmonté l'épreuve de l'épaisseur. Maintenant, il entre dans la zone d'inspection visuelle. Il ne suffit pas que ce soit un billet. Il doit être le billet correct et de plus, un billet authentique. Une batterie de capteurs optiques et infrarouges l'examine en millisecondes. D'abord, il mesure ses dimensions. Un billet de 50 € n'a pas la même taille qu'un de 20. Si les mesures ne coïncident pas avec les paramètres stockés dans la mémoire du distributeur, le billet est marqué comme suspect. Ensuite, les capteurs infrarouges entrent en action. L'encre de sécurité des billets modernes a des propriétés uniques sous lumière infrarouge. Elle reflète, absorbe ou transmet la radiation de manière spécifique que le papier commun ne peut pas imiter. Le distributeur illumine le billet avec des diodes infrarouges et lit le patron de réflectance. C'est comme une empreinte digitale spectrale. Sont aussi vérifiés les filigranes, les fils de sécurité incrustés et, dans les modèles les plus avancés, même des fragments de l'image imprimée. Tout cela arrive pendant que le billet est encore en mouvement, voyageant à une vitesse de plusieurs centimètres par seconde. C'est une inspection forensique de haute vitesse. Et si le billet ne passe pas l'épreuve, s'il est trop rompu, taché, ou si les capteurs détectent des anomalies qui suggèrent une falsification, le distributeur ne se risque pas. Il ne te le livre pas. Il ne le rend pas au plateau pour ne pas contaminer l'inventaire. Il active une déviation mécanique et le billet suspect est poussé vers un compartiment spécial, un petit purgatoire d'argent liquide connu comme plateau de rejet. Là s'accumulent les billets que la machine a jugés indignes de circuler. À la fin de la journée, un technicien ouvrira le distributeur, extraira ce compartiment et décidera si les billets peuvent être réinsérés ou doivent être détruits. La machine, pendant ce temps, ne s'arrête pas. Elle extrait un autre billet du plateau pour remplacer l'expulsé et continue son comptage. Le moment de la vérité, le bouclier d'argent et la mémoire infaillible. Le distributeur a extrait, inspecté et compté les 4 billets de 20. Tous ont passé les épreuves. Maintenant, ils doivent être livrés. Mais ils ne tombent pas simplement par un trou comme les pièces d'une machine d'arcade. Ils sont transportés soigneusement jusqu'à un plateau de sortie, un bouclier métallique qui se maintient fermé hermétiquement jusqu'au moment exact de la livraison. Ce bouclier n'est pas seulement une protection physique. Il fait partie du système de traçabilité. Juste avant de s'ouvrir, la machine réalise une double vérification. Les capteurs à l'entrée du plateau confirment que les billets sont arrivés et sont correctement empilés. Le logiciel compare la quantité de billets qui devraient être là avec la quantité que les capteurs détectent. S'il y a une discrépance, la transaction s'annule au dernier instant et le système enregistre une alarme. Dans les distributeurs de haut de gamme, spécialement ceux situés dans des zones de haut risque ou dans des casinos, ce processus va un pas plus loin. Une caméra interne, invisible pour l'utilisateur, photographie chaque billet avant d'être livré. Des systèmes de reconnaissance optique avancés lisent et enregistrent les numéros de série. Oui, le distributeur peut savoir exactement quel billet de 20 €, identifié par son code unique, il t'a livré.
Si ce billet apparaît ensuite dans un vol ou dans une rançon, les autorités ont une preuve documentaire qu'il est passé par tes mains ou par celle de quelqu'un dans cette machine, à cette date et à cette heure. Quand tu introduis la main et retires l'argent, le distributeur ne présume pas que tu l'as pris, il le confirme. Des capteurs de lumière infrarouge dans la paroi du plateau détectent l'interruption du faisceau quand ta main entre et ensuite détectent sa sortie. Si plusieurs secondes passent et que l'argent est toujours là, le distributeur présume que tu ne l'as pas retiré. Alors, il active un mécanisme de réversion. Les billets sont suctionnés de nouveau vers l'intérieur et déposés dans un plateau de rétention, et la transaction s'annule automatiquement, rendant l'argent à ton compte. C'est un système conçu pour te protéger de toi-même et des oublis. Le cycle de vie, blindé, recharge et le rêve du guichet. Mais aucun distributeur n'est une île. Pour plus sophistiqué qu'il soit, son existence dépend d'un cycle de vie invisible qui arrive quand tu n'es pas en train de regarder. Tôt ou tard, les plateaux se vident. Le logiciel, monitorant constamment le poids et le comptage des billets restants, croise un seuil critique. Automatiquement, il génère une alerte de télémétrie et l'envoie par le réseau au centre de contrôle de la banque ou de l'entreprise de transport de valeur. Le message est laconique mais précis. Distributeur numéro tel, plateau 2, dénomination 20 €, niveau critique. Une recharge est recommandée en moins de 24 heures. Alors ils arrivent. Les hommes et femmes du transport blindé. Un fourgon cornaqué s'arrête devant le distributeur. Avec des protocoles de sécurité extrêmes, ils ouvrent la console arrière, pas celle que tu utilises. Ils accèdent au cœur de la machine. Ils extraient les plateaux vides ou semi-vides et les remplacent par d'autres fraîchement chargés dans une chambre forte avec des billets comptés un par un, certifiés et scellés. Mais ce n'est pas un simple échange de tiroirs. Le technicien doit recalibrer le système. Il introduit dans le logiciel le nombre exact de billets qu'il a placés dans chaque plateau. Parfois, même, il doit enseigner à la machine comment sont les nouveaux billets. S'il y a eu un redessin de la monnaie, passant un exemplaire de montre par les capteurs pour qu'elle apprenne sa signature optique et infrarouge. Le distributeur, qui il y a une minute agonisait avec ses dernières réserves d'argent liquide, revient à la vie. Son inventaire est actualisé, ses capteurs calibrés, ses moteurs prêts. Il attendra, patiemment, qu'un autre utilisateur, dans quelques lieux de la ville, introduise une carte et sollicite, sans le savoir, que la danse commence de nouveau. La prochaine fois que tu écouteras ces clics rythmiques et ce bourdonnement métallique derrière l'écran illuminé, arrête-toi une seconde. N'écoute pas seulement du bruit. Écoute une symphonie. Écoute la cryptographie négociant avec une puce de la taille d'un ongle. Écoute l'algorithme décidant, en millisecondes, la stratégie optimale pour dépenser son inventaire. Écoute les rouleaux de gomme caressant le papier, les capteurs infrarouges illuminant l'encre fantôme et le bouclier métallique s'ouvrant pour te livrer, avec une précision millimétrique, exactement ce que tu as demandé.